Bon, ben, on va essayer quand même de commencer en attendant que comment le problème technique se résolve. Alors, bon, d'abord vous dire que effectivement pour cette table ronde, on a eu un tout petit peu de difficulté pour les experts dans la mesure où le sujet est un sujet totalement nouveau. C'est-à-dire, sachez que il y a moins d'un an, on évoquait encore très très peu le lien entre climat et biodiversité. Et même à l'époque où bon, l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, on voulait, en tant que je suis membre du bureau, enfin je me présenterai après, on a voulu organiser un petit déjeuner justement sur ce thème. Et l'Union internationale de conservation de la nature nous disait non, nous on est des conservateurs, on ne veut pas commencer à travailler avec les champs du climat. Puis finalement, au dernier congrès mondial, eh bien, donc ça date du 3 septembre, puisque le premier, le discours d'ouverture du congrès a eu lieu le 3 septembre. On a commencé à faire un peu le lien entre finalement le monde de la biodiversité et le monde du climat. Donc, effectivement, bon, on va faire les présentations assez rapidement. Donc, moi, je suis Dominique Martin-Ferrari, comme vous le voyez. Je suis journaliste. J'ai travaillé pendant... Enfin, maintenant, je suis en retraite, mais j'ai travaillé en presse écrite, à l'Express et à Ça m'intéresse. Presse, donc, écrite environnement, sciences, puisque les deux étaient un petit peu liés. Puis ensuite RFI, donc de la radio, sur l'émission Nous n'avons qu'une terre, qui a été à l'antenne pendant 5 ans. Puis ensuite de l'audiovisuel, puisque j'ai monté ma société de production et que j'ai animé, j'ai produit et réalisé nombreux documentaires dans le cadre de l'émission Gaïa pour France 5. Je continue aujourd'hui en travaillant sur l'outre-mer. Alors, pour en parler avec nous, on a donc Madame Larmande, que je laisse vous présenter. Oui. Donc, allez-y. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Pascale Larmande. Je suis écologue de formation, donc le volet vraiment scientifique. Et je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire sur une thématique assez transverse. Je fais de l'animation territoriale sur ce qu'on appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature pour aider les territoires à s'adapter aux aléas et aux enjeux du changement climatique. Très bien, merci. Donc aussi Deb, qui a fondé la chaîne, qui fait partie des 2 fondateurs de la chaîne Natura Science. Voilà, je ne me suis pas trompée. Et qui est membre aussi de l'association des journalistes environnement. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Shaima Deb. Je suis rédactrice en chef de Natura Science, qui est un média en ligne qui est consacré aux thématiques écologiques, environnementales et scientifiques. Et à partir de février 2022, on lance une nouvelle formule qui est vraiment consacrée au traitement de l'urgence climatique donc à l'adresse du grand public, avec donc des articles, des vidéos et un podcast qui arrivera l'année prochaine. Bien, alors, pour commencer, simplement, je vais quand même resituer un tout petit peu l'histoire et du climat et de la biodiversité, dans la mesure où j'ai entendu au cours des tables rondes auxquelles j'ai pu assister pas mal d'incertitudes et pas mal d'erreurs. Je voudrais rappeler que pour la plupart d'entre vous qui êtes jeunes et qui êtes aujourd'hui en train de faire des études, cette histoire a commencé il y a très longtemps. Donc, d'abord, le GIEC. Le GIEC a été fondé en 1988. Donc, vous voyez, c'est vieux. Et l'IPBES seulement en 2001. Alors, rappelons ce qu'est le GIEC et rappelons ce qu'est l'IPBES. Et surtout, entre les deux, bien sûr, le sommet de la Terre à Rio, qui est fondateur de la signature des 2 conventions, la Convention climat et la Convention biodiversité. Donc, en ce qui concerne le GIEC, effectivement, dès 1988, donc 4 ans avant la conférence de Rio et la signature de la Convention climat,
On a des climatologues qui, à la demande du G7 et sous l'égide de l'Organisation mondiale de la météo, donc l'OMM, et sous l'égide également de l'ONU, vont se préoccuper, enfin lancent un cri d'alarme sur le réchauffement climatique en disant, voilà, il y a des émissions humaines de CO2 qui font que on a aujourd'hui, on va vers un bouleversement du climat de la Terre. Il va falloir... Alors, on a donc dans ce GIEC un ensemble de chercheurs dont on pourra voir tout à l'heure Cassou. C'est bon? On peut le lancer peut-être? Donc, Christophe Cassou, qui est lui aussi membre du GIEC et membre du groupe 1. Vous savez que le GIEC a plusieurs groupes. Et le groupe 1 est responsable de ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire l'évolution physique et chimique du climat à échelle mondiale. Alors, toute l'histoire du climat dont nous allons et dont nous pourrons parler a mis beaucoup de temps. Et vous allez voir le regret des membres du GIEC, comme de tous les journalistes qui ont commencé à suivre cette affaire. Pourquoi a-t-on perdu tant de temps? Pourquoi est-ce que ça a commencé en 1988? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aujourd'hui pour voir une grande sensibilisation des journalistes, des médias, de l'opinion publique à ces questions climatiques? Eh bien, parce que, entre-temps, il ne suffisait pas de dire on avait à ce moment-là des climato-sceptiques, et on a perdu énormément de temps à cause des climato-sceptiques. Et il a fallu attendre les premières constatations, c'est-à-dire les grands incendies, les inondations, la montée des eaux, pour que les gens, en fait, que le grand public commence à croire à ce que disaient les scientifiques. Donc, on va expliquer pourquoi il y a eu... On est aujourd'hui au 6e rapport du GIEC, qui a donc été publié pendant le mois d'août de cette année. Et Christophe Cassou nous explique, en gros, la complexité du GIEC. Et je crois que c'est une chose que les journalistes doivent comprendre et n'expliquent pas suffisamment, parce que ce sont des thèmes sur lesquels il faut beaucoup, beaucoup travailler. Et si on a aujourd'hui ce retard dans les prises de position, c'est parce qu'il a fallu, pendant des années, on était sous l'égide de l'ONU, convaincre les 195 États qui étaient membres de l'ONU. Ce qui voulait dire qu'il fallait, dès le départ, changer les habitudes en matière de diplomatie, puisqu'on était dans le multilatéralisme, et il fallait que pour appliquer la Convention climat, les 195 États soient d'accord. Vous imaginez mettre autour d'une table 195 États, dont l'Arabie saoudite, bien sûr productrice de pétrole, dont plein de la Pologne et son charbon, enfin, etc., etc. Donc, une difficulté majeure sur le plan diplomatique. Ensuite, il y a eu cette difficulté scientifique. Il fallait que tous les scientifiques, des chimistes aux physiciens, en passant par les géographes, etc., soient tous d'accord sur le réchauffement climatique, avec cette espèce de refus qui nous était imposé par les climato-sceptiques. Donc, plein de temps pour arriver donc à cet extrait, et qui nous montre que vous avez toujours l'impression que le GIEC, finalement, répète la même chose. Mais ce n'est pas vrai. Le GIEC est passé de l'incertitude absolue à l'obligation de certitude pour pouvoir bouger les sociétés. Donc on va écouter Christophe Cassou qui nous explique comment fonctionne. Donc, quelques idées fausses sur le résiduo-décideur. On entend beaucoup que le résiduo-décideur est écrit en grande partie par les gouvernements et qui continue et largement modifié. Ça, c'est une des idées fausses qu'on peut lire et qu'on entend. On entend aussi que les conclusions du résumé sont amoindries par les décrets gouvernementaux et que ce processus d'approbation est opaque. Alors, c'est pas le cas.
d'évaluation, de traçabilité sur les niveaux de confiance, il pointe des incohérences, il note également les contenus manquants, etc., etc. Donc le résumé n'est pas écrit par les gouvernements, mais par les auteurs eux-mêmes. Les conclusions ne sont pas amoindries, en tout cas mon expérience du WG1, du groupe 1, parce que durant le processus d'approbation, il y a vraiment un échange entre les délégués et puis les auteurs pour que les conclusions soient explicitées de manière les plus robuste et puissent leur servir en fait pour la décision. Et en fait, je vais vous montrer à la fin juste un exemple. Le résumé ne change pas fondamentalement avant et après la séance d'approbation. Et puis donc, troisième point, le processus n'est pas opaque. Il y a des observateurs et il y a un résumé qui est fourni par cet organisme-là qui est disponible, j'ai donné l'adresse web, qui vraiment est un compte-rendu qui est public de toutes les discussions qu'on a eues au cours qui se déroulent autour de cette séance d'approbation. Alors, donc, juste un focus sur le WG1 parce que c'est là où c'est le rapport qui vient de sortir. Comme vous disiez, donc c'est 234 auteurs de 65 pays, environ un tiers de femmes, un quart de femmes, 2 tiers de nouveaux auteurs dans ce processus-là. Je vous ai parlé de commentaires à chaque fois que nous avions reproduit. Donc le processus de relecture a conduit à environ 78 000 commentaires auxquels les auteurs ont répondu un par un. Et ces commentaires et les réponses de commentaires sont publics également et accessibles sur le site de l'IPCC. Ouais, donc 78 000 commentaires, et puis ils vont être accessibles sur le site de l'IPCC dans quelques semaines. Et puis donc on a eu pour le résumé décideur 3200 commentaires qui venaient des gouvernements. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur de tout ce qu'il y a derrière en fait un résumé, un rapport d'un groupe. Pour éviter de dire, voilà, donc ça permet peut-être d'éviter aussi de dire, le rapport est sorti, il y a eu une interview, je ne sais pas sur quelle chaîne de télévision où le rapport avait été présenté comme écrit par 2 personnes. Et, donc voilà, donc il y a toute cette machinerie qu'il y a derrière ces rapports du GIEC. Alors je vais juste terminer par quelque chose qui est intéressant, que je trouve intéressant, qui porte sur en fait comment en fait on écrit nos conclusions, on fait notre évaluation, parce que bon, pour ce sixième cycle dans le groupe 1, on a évalué 14 000 publications scientifiques. Alors je vais vous montrer comment ce qu'on appelle le processus de distillation qui permet de partir de la littérature scientifique à la conclusion scientifique. Je pense que c'est intéressant de comprendre ce processus de maturité, processus d'évaluation qu'on met en place. Alors, il y a trois étapes. Je vais vous montrer ces 3 étapes, c'est des grilles d'évaluation pour toutes les problématiques qui sont dans le rapport. Donc, la première, c'est de rassembler toutes les informations qui traitent donc de cette problématique à partir de la littérature scientifique. Donc, sur la gauche, vous allez représenter la littérature scientifique. Et puis, donc ces informations peuvent être de nature diverse, venir d'observation, d'expérience, de technologie, de statistiques, de modèles, etc., etc. Donc, on collecte toutes ces informations à partir des papiers scientifiques et on évalue ce qu'on appelle le niveau de preuve. Donc en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de cohérence, etc. Et à partir de cette évaluation, on en détermine, on voit s'il y a assez d'accords scientifiques pour aller plus loin ou pour simplement donner une indication sur la problématique présente. Alors si on peut aller plus loin, la deuxième étape consiste à attribuer un niveau de confiance à la conclusion qu'on va établir. Alors, pour attribuer un niveau de confiance, donc on l'attribue en fonction de cette grille d'évaluation qui est donnée ici au centre de mon graphe, avec en entrée, en abscisse,
l'évaluation des preuves, la quantité, la qualité, la cohérence, et en ordonnée, donc sur l'axe médiaque, la cohérence entre ces preuves. Et donc, suivant, bah, plus les preuves sont robustes et sont d'accord entre elles, plus le niveau de confiance est élevé. Donc, on est sur le cadran haut droit, avec, donc vous avez en bas les niveaux de confiance qu'on attribue. Donc, ça va de confiance très élevée en bleu foncé à confiance très faible en blanc cassé. Donc, plus on a d'accords, plus on a de preuves robustes, et plus l'accord est fort, plus les niveaux de confiance sont élevés, et puis l'inverse, quand l'accord est faible. Alors, il y a une dernière catégorie, qui est celle tout à fait en haut, qui s'appelle fait établi, qui est ici en orange. Et cette dernière catégorie, il n'y a pas de niveau de confiance associé, parce qu'en fait, on a un ensemble de faisceaux de preuves, on va dire, qui sont indépendants et qui sont concordants, et qui font que la conclusion, en fait, ne peut pas être autre chose, quoi. Donc il n'y a plus de niveau de confiance, il n'y a plus rien, on sait que voilà, c'est un fait établi. Comme la Terre est ronde, voilà, c'est un fait établi. Et donc, une fois si on peut déterminer un niveau de confiance, et si le niveau de confiance est élevé, dans ce cas, on passe à une troisième partie, qu'on appelle qui consiste à quantifier, en fait, aller plus loin dans la quantification de la conclusion. Et donc là, on va plus loin en déterminant, en fait, la probabilité, et on essaie d'inclure les notions d'incertitude sur cette conclusion. Donc il y a plusieurs niveaux de probabilité, hein, qui sont donnés en bas, quasi certain, extrêmement probable, etc., etc. Et donc là, on évalue le pourcentage de chance de la conclusion qu'on a établie. Alors, j'ai juste ici donné un exemple sur du fait établi en passant par la probabilité et la confiance. Donc le fait établi, dans ce nouveau rapport, on écrit qu'il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les continents. Et ça vient donc de la compilation de l'ensemble d'informations qui fait qu'on arrive à ce fait établi. Ça ne peut pas être autrement. Donc il n'y a plus de probabilité. Deuxième conclusion, donc là c'est sur la température. Deuxième conclusion sur les précipitations. Donc il reste encore, on peut quantifier les changements de précipitation. Et donc il est écrit, il est probable que les précipitations globales sur les continents ont augmenté depuis 1950. Probable que, ça veut dire plus de 2 chances sur 3. Plus de 2 chances sur 3. Et dans la même phrase, elle se termine par avec une accélération depuis les années 1980. Et donc là, on voit que, en fait, pour cette conclusion-là, on ne peut pas quantifier, parce que les observations sont pas de bonne qualité, parce que les modèles ne sont pas forcément cohérents. Donc on ne peut pas quantifier, par contre, on donne un niveau de confiance. Donc ici, c'est confiance moyenne. Voilà. Donc juste pour montrer ici la différence entre une évaluation et un papier. La conclusion du GIEC n'est pas la conclusion d'un papier, c'est la conclusion d'une évaluation qui est passée par tous ces filtres qu'on appelle donc la distillation. Et je conclue uniquement maintenant sur sans équivoque, parce que pour moi c'est un sans équivoque qui passe à la postérité, sans équivoque sur le fait que l'influence humaine sur le climat est désormais sans équivoque, désormais un fait établi. Alors sur cette slide, tout à fait en haut, je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est reproduite la phrase qui est aujourd'hui dans le résumé décideur, et que je réécris ici sur la droite, ce que j'ai appelé après négociation. Donc après négociation, il est écrit qu'il est sans équivoque, blablabla. Et je vous ai mis au-dessus la phrase avant négociation. C'est-à-dire qu'avant le passage par les gouvernements, et on avait écrit l'influence humaine a réchauffé le système climatique et les changements rapides et à grande échelle ont lieu. C'était toujours un fait établi. On était arrivé à cette conclusion-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comment cette phrase a évolué en fonction des interventions des différents pays. En fait, certains pays ont demandé à ce que cette phrase soit renforcée, dans le sens où il y avait assez de matériel scientifique, assez d'évidence, assez de preuves,
déjà un fait établi et des pays. Alors là, sur la gauche, j'ai fait une capture d'écran en fait, du compte-rendu qui est disponible sur le web de cette séance de négociation où on voit quels sont les pays qui ont demandé à ce que ce mot sans équivoque soit inclus et quels sont les pays aussi qui s'y sont opposés. Donc voilà, tout est public et on est arrivé en fait à cette phrase qui est plus forte parce que le sans équivoque a été inclus et qui est aussi plus précise parce que en fait le système climatique n'était pas assez précis parce que le sans équivoque porte vraiment sur les trois sous-systèmes qui sont l'atmosphère, l'océan et les continents. Donc juste pour rebondir sur ce que je disais, hein, les sens d'approbation ne réduisent pas forcément la portée des messages, hein, ils peuvent être renforcés. Alors, à l'inverse, hein, je vous donne juste un autre, c'est celui-là, où dans notre... donc, ici vous avez... c'est dans la légende du graphe qui montre les trajectoires des émissions de CO2 passées et futures, ou dans la version que nous initialement avions produite, on disait des émissions de CO2 liées à l'utilisation d'énergie fossile, à l'industrie et à l'utilisation des sols. Et en fait, après négociation, donc l'Arabie Saoudite a demandé à ce que les sources d'émissions soient enlevées, parce que ce n'est pas le mandat du groupe 1, c'est le mandat du groupe 3. Et donc, en fait, ces sources d'émissions ont été enlevées, et donc a été remplacées par issues de l'ensemble des secteurs. Voilà, donc ici, je vais rapidement, je vais passer. Voilà. Ben voilà, tu peux arrêter. Voilà. Oui, on peut arrêter là. Voilà. Alors, tout cela simplement pour vous montrer à quel point cette démarche est compliquée et comment médiatiquement on la résume et comment parfois on a tendance un peu à la mépriser, dans le sens où les médias ont tendance parfois à dire, et on entend aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 30 ans ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans ? On le savait, on savait que le climat allait se réchauffer, mais qu'avez-vous fait ? Eh bien, pendant ce temps, il fallait mettre en place quelque chose qui n'existait pas, ni à échelle démocratique, ni à échelle de la mondialisation, ni à échelle scientifique. Donc, d'où l'explication, et parce qu'on avait forcément une remise en question. Et le GIEC a dû prouver et montrer que c'était bien les activités humaines qui étaient la cause du réchauffement, et non pas, comme des climato-sceptiques pouvaient le dire, des éruptions solaires, enfin tout ce qu'on a vu se balader comme explications qui ont retardé forcément la prise de décision. Donc maintenant que vous avez un peu la conscience de ce que devait prouver le GIEC, on va pouvoir accélérer tout à l'heure un petit peu plus sur... Alors, je voudrais maintenant revenir simplement à l'IPBES, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait du côté de la biodiversité pendant ce temps-là ? Eh bien, pendant ce temps-là, la biodiversité n'avait qu'une seule convention, n'avait pas de groupe de scientifiques, où il y avait des scientifiques, mais des scientifiques qui étaient répartis et qui n'étaient pas réunis dans un groupe donc onusien, et on avait un peu partout on s'apercevait que la biodiversité disparaissait. On avait la fameuse liste rouge de l'UICN avec des espèces en voie de disparition, etc., etc. Et on s'apercevait bien que la biodiversité était en train de se modifier. Enfin, vous connaissez tous l'histoire de prendre votre voiture le soir et votre père ou votre grand-père vous racontait que de temps en temps, il fallait s'arrêter pour nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait plein d'insectes, et qu'aujourd'hui, on n'a plus d'insectes sur ces pare-brises parce qu'ils ont disparu et que, voilà, malheureusement, ils ne sont plus là. Et on verra tout à l'heure quelles en sont les conséquences. Alors, donc, l'IPBES, un jour, tous les responsables, tous les scientifiques de la biodiversité se sont dit, mais il n'y a pas de raison
on arrive à avancer sur le climat et on ne parle pas de la biodiversité de la même manière. Pourquoi ? Alors déjà parce qu'il y avait sur le plan de la biodiversité un gros frein qui était mis en place par les pays du Sud, qui avaient la biodiversité et qui refusaient que ce soit les pays du Nord qui décident pour eux de cela. Et puis il a fallu que donc en 2001 se crée ce groupe de scientifiques qu'on appelle l'IGPBES, qui est donc un groupe de scientifiques qui travaille à la fois sur les effets du réchauffement climatique, enfin, on va dire plutôt sur la disparition de la biodiversité dans un premier temps, puisque ça a été quand même, puisque l'objet de notre table ronde, c'est de savoir à quel moment et est-ce que ça peut être un même combat. Donc ces scientifiques se sont réunis, ont créé un groupe, c'était en 2001. Il a fallu attendre 2009 pour qu'en France, on commence médiatiquement à le relayer. Pourquoi ? Parce qu'il a été présenté à l'UNESCO et que du coup, les médias français s'y sont un peu penchés. Mais on peut dire que les médias anglo-saxons avaient relayé depuis déjà assez longtemps ce groupe. Donc on se retrouvait avec un groupe de scientifiques pour la biodiversité qui était équivalent au groupe de scientifiques sur le climat et qui pouvait commencer donc à prouver, lui aussi, que la biodiversité, preuve scientifique à l'appui, que la biodiversité était en train de se porter mal et que ça n'était plus seulement des associations qui tiraient les sonnettes d'alarme. C'était plus seulement l'UICN ou Greenpeace ou le WWF. C'était des associations, c'était des scientifiques qui commençaient à dire « nous avons les preuves et nous pouvons prouver que effectivement la biodiversité se porte mal ». Alors il a fallu attendre. Les chercheurs de la biodiversité se sont dit « mais il n'y a pas de raison qu'on parle du climat et qu'on ne parle pas de la biodiversité de la même manière ». Donc il a fallu trouver des solutions et trouver des corrélations. Et c'est à ce moment qu'on entend pour la première fois, et ça s'est passé donc à Marseille il y a très peu de temps, où on a fait le lien entre le climat, le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Les gens sur le terrain n'avaient pas attendu cette date. Les gens sur le terrain avaient déjà commencé à travailler. On va en parler avec Madame Larmande tout à l'heure. Il y avait déjà une prise de conscience qui a été faite. Mais je voudrais que vous voyiez... Enfin, on va écouter Gémène. Alors, malheureusement, il est un peu long. Je suis désolée, il revient un petit peu aussi sur les problèmes du GIEC. Son souci est de faire en sorte de répondre à notre question. Est-ce qu'on peut lier les deux ? Lui pense, et il a à juste titre, qu'il faut modifier maintenant l'expression du GIEC. C'est-à-dire qu'on a assez tiré la sonnette d'alarme. Il faut maintenant agir. Donc, son propos est de nous expliquer comment. Alors, je ne sais pas comment... Ça va bonjour à toutes et à tous. Voilà. Pardon de ne pas pouvoir être là avec vous, mais je suis heureux d'enregistrer quand même ce petit message vidéo pour toucher à quelques-unes des questions autour des rapports du GIEC, essayer de voir ensemble comment il est possible de les améliorer un peu. Mon sentiment, en tant qu'auteur principal pour le deuxième groupe du GIEC, c'est qu'il est possible de mieux faire et que au vu de toute l'expertise qui est rassemblée dans cette organisation, et au vu aussi de la situation qui est la nôtre pour le moment, je pense que nous avons une responsabilité collective, un devoir collectif, de voir comment il est possible d'améliorer la communication de la science, non seulement vers le grand public, mais aussi vers les décideurs. Mon sentiment est que le stade de l'alerte est un peu dépassé pour le moment, et que quelque part, à force de donner l'alerte sans cesse, on a l'impression que ces alertes finissent par remplacer l'action. Et donc je pense qu'au moment où nous concluons le 6e rapport d'évaluation du GIEC, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion fondamentale sur la manière dont la science peut informer l'action autrement
Sinon, il y a le risque, effectivement, que ces alertes ne finissent par remplacer l'action. On est vraiment dans une période où on alerte sans cesse sur les risques associés au changement climatique, et ces alertes provoquent des déclarations et des promesses des gouvernements, mais il faut bien reconnaître qu'elles ne parviennent pas à provoquer l'action des gouvernements, ni non plus le vote des populations. J'enregistre cette vidéo au lendemain des élections allemandes qui ont vu les Verts plafonner à moins de 15% des votes, ce qui veut dire que bien sûr, le climat n'est pas porté uniquement par les Verts et est porté également dans d'autres partis politiques, mais ça veut dire que dans un contexte qui lui était très favorable, au sortir d'un été marqué par des événements climatiques extrêmes, après la publication du premier volume du 6e rapport d'évaluation du GIEC, dans une campagne qui a porté largement sur la question du climat, le parti au monde qui a sans doute le plus structuré l'écologie politique en force de gouvernement, malgré tout, ne recueille les suffrages que d'un électeur sur 7. Et donc, quelque part, ça interroge aussi sur, à mon sens, la manière dont nous savons, nous sommes conscients des risques, mais malgré tout, nous décidons consciemment de ne pas agir, et ce n'est pas simplement la responsabilité des gouvernements, cela tient aussi au mandat qu'ils reçoivent de leurs électeurs. Alors pour aborder peut-être plus directement les questions que m'a adressées Dominique Martin-Ferrari, donc le GIEC est organisé en 3 groupes. Le premier groupe se tracasse de la science du climat elle-même. Le deuxième groupe auquel j'appartiens se tracasse de la question des impacts, de la vulnérabilité des populations et des possibilités d'adaptation à ces impacts. Et le troisième groupe se tracasse des solutions, des moyens de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et non seulement ces 3 groupes sont assez disjoints les uns des autres, même s'il existe évidemment des ponts et des collaborations, mais la publication des rapports de ces 3 groupes est espacée dans le temps. Et donc, on a publié cet été le rapport du premier groupe, le rapport du deuxième groupe ne sera publié qu'en février, celui du troisième en mars. Je pense que l'idée d'organiser les choses ainsi, qui n'a pas bougé depuis le premier rapport du GIEC en 1990, tient au fait qu'on s'est dit que peut-être serrer les problèmes, serrer les questions, permettrait de toucher différents types de décideurs, permettrait aussi peut-être d'attirer l'attention du public sur ces questions 3 fois plus régulièrement, puisque les rapports étaient publiés à intervalles réguliers. Mais je me dis que maintenant, dans la situation où on est, je ne suis pas sûr qu'il faille encore conserver ce type de sectorisation. D'abord parce que les enjeux qui sont couverts dans les 3 groupes sont évidemment intimement liés les uns aux autres, avec parfois le risque soit de se répéter, soit de dire des choses légèrement contradictoires d'un groupe à l'autre, mais aussi plus fondamentalement parce que c'est difficile d'alerter sur l'état de la situation sans donner aussi les clés de solution, sinon à provoquer une sorte d'état de sidération et le sentiment qu'il n'y a rien à faire. Et donc, j'ai le sentiment qu'il faudrait aujourd'hui à la fois publier les rapports des 3 groupes en même temps et surtout sans doute les fusionner de manière à ce que les sciences dites dures ne soient pas à nouveau si séparées des sciences sociales. Ça me paraît être un enjeu véritablement important. Et aussi en termes de communication, pour quelque part éviter de donner l'impression qu'il n'y a pas de solution. Je pense aussi qu'il faut pouvoir faire évoluer considérablement la table des matières de ces rapports. On a l'impression qu'on reste beaucoup dans les chemins, dans les sillons qui sont tracés par les rapports précédents. Et que chaque rapport, au fond, sert surtout à réduire l'incertitude quant au sujet qui était abordé dans les rapports précédents. Mais on se retrouve aujourd'hui avec toute une série de sujets essentiels dans le traitement du changement climatique qui ne sont que marginalement abordés dans les rapports du GIEC. Je pense par exemple aux questions de migration et de déplacement, qui sont évidemment centrales dans notre approche du changement climatique. Je pense aux questions de paix et de sécurité. Voilà des questions qui sont évidemment plus sensibles pour les gouvernements,
que beaucoup de gouvernements considèrent comme étant en dehors de l'expertise du GIEC, que beaucoup de gouvernements considèrent comme étant des questions politiques avec lesquelles la science n'aurait rien à voir, et donc des questions qui ne se retrouvent pas traitées, en tout cas pas traitées de front, notamment dans la table des matières du rapport qui doit être validé par les gouvernements. Et là, je pense que notre tendance, quelque part, à vouloir sans cesse améliorer la précision et l'exactitude des résultats, à vouloir réduire l'imprécision, nous amène à répéter beaucoup de choses d'un rapport à l'autre, et à l'inverse, à laisser sur le côté des sujets qui, par contre, sont très importants, mais qui sont parfois considérés comme trop sensibles par les gouvernements. Il me semble qu'on aurait intérêt, par exemple, à produire des rapports plus courts et plus lisibles, mais qui soient publiés à intervalles plus réguliers, plus courts, et surtout des rapports qui portent véritablement sur, sur des sujets clés qui sont au cœur de la discussion et qui parfois génèrent des controverses dans le débat public. Et donc, plutôt que de traiter tous les sujets liés au changement climatique dans un rapport, il me semble que des rapports thématiques sur des sujets spécifiques auraient davantage d'impact dans le débat public et pourraient davantage guider à l'action. L'autre sujet que Dominique me demande d'aborder, c'est comment est-ce qu'on peut, quelque part, toucher l'émotion des gens, comment est-ce qu'on peut, quelque part, déclencher des réactions du public, et c'est certain que la science est souvent un peu froide, que les auteurs du GIEC sont rétifs à l'usage de toute formule un peu émotionnelle dans les rapports, et donc ça donne un côté un peu clinique et parfois très conservateur au rapport. Je pense que c'est inévitable. Mais je pense que ça tient aussi aux angles qui sont choisis pour les rapports. Les rapports du GIEC décrivent, somme toute, le monde dans lequel nous ne voudrions pas vivre, un monde ravagé par les impacts du changement climatique, un monde qui agit comme une sorte de repoussoir, comme une sorte d'épouvantail. Nous avons une idée assez claire du monde dans lequel nous ne voudrions pas vivre. Par contre, nous n'avons pas encore véritablement d'idée quant au monde dans lequel nous souhaiterions vivre. Et ça, à mon avis, c'est un défi d'importance. Et je me dis que potentiellement, les rapports du GIEC devraient peut-être adopter l'angle inverse et servir aussi à décrire les contours d'un monde qui serait aspirationnel, c'est-à-dire qui répondrait aux aspirations du plus grand nombre et qui tracerait quelque part un peu le chemin pour y arriver. Le GIEC nous dit là où nous ne devrions pas aller. L'enjeu, c'est plutôt de savoir où nous devrions aller maintenant, me semble-t-il. Finalement, quel pont construire entre les questions de climat et de biodiversité? On sent bien que ce sont des enjeux qui sont profondément connectés l'un à l'autre. Le climat a longtemps complètement éclipsé les enjeux de biodiversité dans les discours politiques et médiatiques. Or, on voit bien non seulement que la biodiversité prend de plus en plus d'importance, et je pense que quelque part la pandémie de coronavirus a été un chemin de Damas pour beaucoup en ce qui concerne les questions de biodiversité, mais il me semble aussi qu'il y a une responsabilité de montrer comment ces enjeux sont connectés. Climat, mais aussi biodiversité ou d'autres types de pollution. Et ces enjeux sont tous rassemblés dans le concept d'anthropocène. Il y a 2 ans, on a publié avec Alexander Rankovic et l'atelier de cartographie de Sciences Po un atlas de l'anthropocène, précisément parce que nous trouvions que ces données, ces enjeux étaient trop éparpillés dans le débat public et que le public avait besoin d'un outil qui rassemble l'ensemble des données et qui permette de voir comment elles sont connectées et donc qui permettent aussi d'identifier les leviers pour agir sur ces données. Voilà, j'aurais tendance à dire que ce type d'exercice me paraît extrêmement pertinent et donc il serait utile aussi, quelque part, que le GIEC déborde de sa sphère du climat, et je pense que ça va tout à fait dans le sens des rapports thématiques et de l'idée de ces rapports thématiques que j'avais exprimés tout à l'heure. L'enjeu sera bien effectivement de parler aux citoyens d'un futur désirable. Ça impliquera, je pense, qu'on lui donne des clés de solution, qu'on montre comment les différents enjeux sont reliés les uns aux autres et à quoi pourrait ressembler le monde auquel
auquel il aspirait. Sinon, je crains qu'il y ait de plus en plus une réaction de rejet ou de désespérance face à l'ampleur de la catastrophe annoncée. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'excellentes assises et m'excuse à nouveau de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc... Oui, bonjour à toutes et à tous, pardon. C'est bon. Pardon. Donc voilà, j'ai oublié de présenter François Gémen parce que c'est vrai que je travaille de longue date avec lui. François Gémen est chercheur à l'Université de Liège. Il est maintenant professeur à Sciences Po. Et c'est quelqu'un, je travaille, enfin son premier, moi j'ai connu François Gémen à l'époque où il se battait sur les migrations. C'est-à-dire, c'était il y a une quinzaine d'années. Son combat principal, c'était de prouver qu'avec le réchauffement climatique, un certain nombre de lieux sur la Terre deviendraient absolument inhabitables, invivables. Et donc, qu'il annonçait, bien sûr, les migrations qui seraient liées à cette inhabitabilité. Et donc, voilà, malheureusement, bon, il a... face au refus des gouvernements et des décideurs d'aborder le problème des migrations. Enfin, vous le sentez bien sûr aujourd'hui dans l'ensemble des programmes des futurs présidentiables. Face à cela, il a reglobalisé son propos en essayant de montrer, enfin de trouver en quoi il pouvait nous convaincre et avancer sur des solutions. Alors, je pense qu'on n'a pas de nombreuses collectivités et donc l'Office de la biodiversité qui est maintenant régionalisé, mais qui existe aussi au niveau national, qui a pris son envol, a essayé de répondre concrètement et d'associer le grand public aux problèmes qui allaient se développer. Donc, je vais laisser la parole à Madame Marmande, et représentez-vous, parce que je pense que c'est intéressant. Au début, on oublie un peu qui est qui. Et donc, dites-nous aussi, surtout, à partir de quand vous avez commencé à travailler, parce que vous n'avez pas attendu le dernier rapport de l'UICN ou du GIEC. Bien sûr. Donc, Pascal Larmande, moi je travaille donc à l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire. C'est une structure qui est assez récente, c'est une structure qui a été créée en 2019, une structure qui est vraiment ancrée sur le territoire et qui a pour vocation de faciliter le passage à l'action, que ce soit pour les décideurs, pour les porteurs de projets, de créer du lien, de dynamiser des réseaux d'acteurs pour pouvoir justement trouver des solutions et accompagner les territoires vers ces solutions. Donc on parlait de l'Office français de la biodiversité, on n'est pas tout à fait la même structure. L'Office français de la biodiversité, c'est lié au ministère. Ils ont à l'OFB des délégations régionales. Donc en Centre-Val de Loire, nous avons une délégation régionale de l'OFB, mais en tant qu'agence régionale de la biodiversité, nous sommes un établissement public différent. Donc on n'a pas les mêmes missions, on n'est pas sur du régalien, sur du législatif, de la loi. On est vraiment sur l'apport pour les territoires et l'accompagnement. C'est vraiment notre cœur de métier. On fait également de la, je vais dire, montée en compétence, de l'information, de la formation également, puisqu'on est beaucoup sur ce créneau de se dire, pour pouvoir agir, en premier lieu, il faut déjà connaître, ensuite il faut comprendre, et ensuite on va pouvoir agir. On est vraiment sur ce triptyque-là. Et donc, si j'interviens aujourd'hui, c'est sur ce volet biodiversité et climat, parce que nous, on travaille beaucoup sur ces thématiques. Je vais déjà rentrer par les deux mots qu'on utilise aujourd'hui. La biodiversité, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui... c'est un petit peu un gros mot, c'est un mot un peu de technicien. On va dire que dans la conscience collective, le mot le plus simple, c'est quand on parle de nature. La nature, elle est très englobante. On a les animaux, les végétaux, les écosystèmes, tout le fonctionnement et les interactions des uns avec les autres. Et finalement, cette nature, elle n'a pas besoin de nous. Ça, c'est le premier constat. Cette nature, elle pourrait très bien faire sans nous. Par contre, nous, on a vraiment besoin d'elle. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi à faire comprendre. On ne peut pas se passer de la biodiversité. On ne peut pas se passer de nature. On ne peut pas s'en passer déjà pour s'alimenter, ça c'est la chose la plus évidente. On ne peut pas s'en passer pour s'habiller.
le coton, voilà, la laine, tout ça, ça vient de la biodiversité. On ne peut pas s'en passer pour se loger. On pense au bois, mais en région Centre-Val de Loire, les maisons sont en tuffeau, en pierre en falin, en tuffeau. Le tuffeau, ça vient aussi du monde animal, c'est des coquilles de coquillages. On ne peut pas s'en passer pour notre santé. On a mal à la tête, on prend de l'aspirine. L'aspirine, ça vient du saule. Voilà, on a mal aux muscles, on prend de l'arnica, c'est une plante. Donc, on voit bien que nous, en tant qu'êtres humains, on est à l'intérieur même de cette biodiversité, mais on ne peut pas se passer de cette nature. Et ça, on a un petit peu, au fil du temps, perdu cette notion et on s'est un peu éloigné de cette évidence. Alors ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est le climat, tout ce qui est changement climatique. Donc nous, on travaille beaucoup donc en Centre-Val de Loire sur les enjeux liés au changement climatique au niveau de la région. Donc on a deux grands effets qu'on ressent déjà et qui vont s'amplifier au cours du temps. Le premier effet, c'est tout ce qui touche à la hausse des températures, ça c'est une évidence, mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire des canicules, ça veut dire des sécheresses, donc là on touche de nouveau l'alimentaire par exemple, les îlots de chaleur en ville, et là on touche de nouveau, on touche la santé humaine par exemple. Ça, c'est le premier gros effet qu'on va avoir en Centre-Val de Loire. Le deuxième, c'est tout ce qui touche au cycle de l'eau. Le dérèglement global du cycle de l'eau. Ça va se traduire comment? Par des épisodes d'inondation plus fréquents. Donc là, évidemment, ça touche l'homme. En Centre-Val de Loire, c'est 300 000 personnes qui sont en zone inondable et qui, donc, un jour, pourront être vraiment confrontées à ça très massivement. Ça va toucher aussi tout ce qui est alimentation en eau potable, puisqu'on va avoir on va avoir une répartition différente des pluies, une recharge des nappes phréatiques qui va moins se faire, des cours d'eau qui vont avoir des problématiques, ce qu'on appelle d'étiage, donc de niveau très bas en été, et donc des recharges de nappes plus compliquées, et donc une alimentation en eau potable qui va être tendue. Ça s'est vu notamment dans le Massif central l'année dernière, où certains usagers n'avaient plus d'eau au robinet. Et donc là, on est vraiment face au constat que voilà, tous ces enjeux-là, c'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est pas maintenant avec la forêt amazonienne ou l'ours polaire pour les gens. C'est maintenant, ici, au robinet, au bout de leur jardin. Donc, il y a cette nécessité. Alors là, ce qu'on voit, c'est que déjà, c'est très, très imbriqué, mais il y a aussi cette nécessité de montrer aussi au grand public finalement, et donc aux décideurs. Le décideur, l'élu, c'est aussi un habitant, c'est aussi quelqu'un qui vit tous les jours, de leur montrer que le problème, il est déjà local, il est déjà maintenant, et donc il va falloir aussi qu'ils trouvent des solutions localement. Il faut bien évidemment se soucier des problématiques internationales, mondiales, nationales, mais il faut aussi passer cette idée, de dire que l'action, elle est locale. Elle peut être locale pour résoudre des problèmes aussi locaux. Et ça, c'est très important. Et là, c'est vrai que très souvent, quand on parle de changement climatique et qu'on y met des notions de biodiversité, on va se baser sur une imagerie qui va être une imagerie qui ne sera pas locale. On va voir l'éléphant, on va voir l'ours polaire, le panda, on va voir la forêt amazonienne. Nous, en Centre-Val de Loire, par exemple, on sait qu'on va avoir un risque incendie qui va se rapprocher dans 20-30 ans du risque en PACA. On n'est pas prêt à ça, on n'a pas de feu, nous, en ce moment. C'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est un risque qu'on ne connaît pas. Donc, parler localement, c'est pas montrer les feux de la forêt amazonienne. C'est dire aux gens, la Sologne, la forêt de Sologne, demain, elle peut partir en fumée. Comment on se prépare? Et pour se préparer, on a des solutions. Et ça, c'est très important de montrer le côté positif de la chose. Oui, on a des constats, voilà. Mais on a des solutions, on a beaucoup de solutions. On a des solutions qui sont à la fois, qui relèvent de décisions politiques. Ça, c'est le cas notamment pour tout ce qui est aménagement du territoire. Et là, il y a, en tant que citoyen, on a un rôle justement vers nos politiques pour avoir ces adaptations, on va dire, de l'aménagement pour nous permettre de mieux vivre à l'avenir. Et puis, on a aussi individuellement des possibilités d'agir. Et donc, dans les possibilités d'agir, c'est notamment de se servir de la nature comme source de solution. Pourquoi? Parce que cette nature, gratuitement, elle nous rend énormément de services. Une zone humide, par exemple, l'eau qui va transiter va être filtrée.
la qualité de cette eau va être améliorée. Et donc, nous, en tant que préleveurs d'eau potable en dessous, on aura une eau de meilleure qualité. Et donc ça, on n'a pas besoin d'une station, on n'a pas besoin de béton. La nature nous donne ce service gratuitement. Cette zone humide, de la même façon, elle va pouvoir... On sait que 1 mètre carré de zone humide, ça peut stocker 1 mètre cube d'eau. Donc en période où il pleut beaucoup, cette zone humide, elle va se gorger comme une éponge de cette eau. Donc elle va nous rendre ce service de réduire le risque d'inondation. Et puis ensuite, en été, elle va redonner cette eau au cours d'eau. Et de ce fait-là, elle va maintenir de l'eau dans les cours d'eau et donc pouvoir permettre la vie des poissons, mais aussi garantir l'eau potable. Et donc on voit bien que cette nature, elle nous rend des services. Et c'est les solutions qui sont basées sur les services rendus par la nature. C'est des choses dont vous allez entendre parler de plus en plus parce que ce sont des solutions qui fonctionnent. Ce sont des solutions qui ne sont pas forcément onéreuses. Donc, c'est des solutions qui vont être de plus en plus privilégiées vers les acteurs de terrain, de territoire. Et donc, c'est des exemples d'actions qui peuvent tout à fait être mis en lumière notamment dans tous les médias régionaux, pour montrer que les territoires bougent, que les territoires ils sont acteurs aussi de leur demain et qu'ils peuvent proposer des solutions, mettre en place des solutions qui fonctionnent. Et donc là, je fais une petite pub, on est local, on est en Centre-Val de Loire et sur l'agglomération de Tourangelle. Dans 15 jours, par exemple, la métropole de Tours organise pour les habitants, mais pour l'ensemble en fait, de la population, une journée spéciale climat. Et cette journée climat, elle englobe toutes les thématiques. Bien sûr, nous, on va y être présents puisque la biodiversité est une part importante et qu'on a vu que c'était très imbriqué. On y parlera mobilité. Le but de cette journée-là, c'est de discuter tous ensemble, de poser des idées et de rêver demain. On en parlait dans une des interventions. C'est pas de se focaliser sur le côté négatif, de dire là c'est la catastrophe. Non, c'est de dire voilà, on est aussi acteur de ça et qu'est-ce qu'on rêve pour demain et comment on voit. Alors là, en l'occurrence, c'est notre métropole Tourangelle demain et qu'est-ce qu'on veut pour notre demain. Et là, on a en plus cette intégration de la mobilisation citoyenne dans le débat, ce qui est très intéressant. J'ai peut-être été un peu longue, je suis désolée. Non, c'est très bien, merci. On a été très long sur l'international, c'est très bien d'être long un peu sur le local. Alors, Deb, vous avez créé une chaîne, un média en ligne, oui. Un média en ligne dans lequel vous abordez justement en images et en audiovisuel ces thématiques. Donc, quel choix avez-vous fait sur Natura Science ? Alors c'est vrai que le traitement de ces sujets, il pose, surtout quand c'est à l'adresse du grand public, il pose beaucoup de questions. Parce que comme vous l'avez vu dans les interventions qu'on a vues en vidéo, autant de ce que vient de dire Madame Larmande, il y a plusieurs ports d'entrée. On a une accumulation entre les questions climatiques, les questions de biodiversité, ce qui se passe à l'échelle nationale, locale ou internationale. Le positionnement que nous avons chez Natura Science, c'est de considérer que tout ça fait partie d'un seul et même système, mais qu'on ne peut pas traiter pêle-mêle tous ces sujets en même temps, parce que le risque est que la réception au niveau du lecteur soit complètement trop grosse en fait, et qu'il soit noyé par l'information. Et c'est ce que disait François Gémen dans son intervention. Le travers qu'il faudrait aujourd'hui éviter, c'est de tomber dans une sidération totale causée par un effraiement absolu face à ces thématiques-là. Il y a eu énormément de travaux de fait depuis, comme disait Dominique, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Ces travaux étaient essentiels pour prendre connaissance de la thématique. Bon, personnellement, il y a 30 ans, j'étais pas là, donc j'ai pas de recul sur le traitement de ces sujets à cette période-là, mais le fait est qu'aujourd'hui, je pense que le rôle des journalistes, donc qui traitent des questions environnementales, c'est beaucoup de
pédagogie, d'explications simples, de vraiment simplifier les propos scientifiques. Effectivement, lorsque on peut pas en vouloir au lecteur de ne pas réussir, de ne pas avoir les clés pour appréhender les rapports du GIEC, de l'IPBES par exemple, qui mettent des années à être faits, sur lesquels des dizaines et des dizaines de scientifiques sont mobilisés. Donc peut-être que le rôle du journaliste en ce sens est de faire de prendre chaque sujet par un bout différent de la lorgnette pour qu'il soit intelligible et digérable, pour des modes de ce néologisme, pour qu'il soit pris en compte. Alors effectivement, il y avait une autre question qu'on s'est beaucoup posée avec Dominique durant la préparation de cette table ronde, c'est bon, est-ce qu'on met la question climatique et la question de la biodiversité sur le même point? Est-ce qu'on considère que le combat est le même sur ces deux sujets? Mon positionnement là-dessus est c'est une réponse qui n'est pas tout à fait tranchée, et de dire oui et non. Pourquoi? Peut-être que le oui vient du fait qu'il y a des problématiques, qu'elles soient climatiques ou au niveau de la biodiversité, qui doivent être aujourd'hui prises en compte par le public pour justement tendre vers ce que disait François Gémen, ce monde dans lequel il serait plus désirable de vivre. J'aime beaucoup ce mot désirabilité, c'est un sujet qui est extrêmement important dans ces questions-là. Et non d'un autre côté, parce que effectivement c'est ce que Dominique rappelait tout à l'heure, il y a dans la biodiversité un caractère de résilience qui fait, c'est aussi, je rejoins absolument vos propos, Madame Larmande, sur ce point-là. Nous, êtres humains, avons besoin de la nature plus que la nature a besoin de nous. La nature n'a pas besoin de nous, avec ou sans nous, elle vit quand même. Avec ou sans plus ou moins de degrés, elle fonctionne quand même. Exemple, c'est un article qui a été fait très, très récemment sur Nature à Science. Donc une de mes consoeurs a montré, donc ça c'est avec des mots très simples, parce qu'on peut faire passer des informations très importantes, mais avec des mots très simples, et c'est ce qu'on essaie vraiment beaucoup de faire chez Nature à Science, à rappeler que voilà, avec la multiplication des incendies apparaît une nouvelle espèce de fleurs qui poussent justement grâce à l'extrême chaleur générée par les incendies. Donc ça, c'est important de le dire pour rappeler que pour un petit peu quelque part aussi responsabiliser les citoyens que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a des messages d'alarme qui nous disent attention, il faut que le réchauffement climatique soit limité au maximum, parce que sinon bouleversement. Et le fait d'avoir ces informations-là sur le fait que la biodiversité, elle, est résiliente, ça permet de garder en tête que c'est pour l'humain qu'il y a quelque chose à faire, et que cet être humain n'est pas à déconnecter du système du vivant, mais qu'il est bien à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça effectivement que je rejoins la position de Dominique. Il faut que dans nos productions journalistiques, on parvienne à bien expliquer le distinguo entre ces questions-là, parce que même si sur beaucoup au final on peut se rejoindre sur beaucoup de points, même sur la question de la santé, je pense que tu pourras l'évoquer après. Même si ça se rejoint sur beaucoup de points, il y a les enjeux ne sont pas les mêmes, les urgences ou les manières d'attaquer ne sont pas les mêmes. Et aussi, je pense qu'il est de notre responsabilité, nous journalistes, d'aller interroger les décideurs, quelle que soit l'échelle, au niveau local ou national ou plus grande échelle, et aussi les scientifiques, en n'ayant pas cette crainte intellectuelle de poser des questions de pas sachant.
Il faut se rappeler que nos lecteurs, les receveurs de nos informations ne sont pas tous sachants et qu'il n'y a pas de problème à poser les questions très simplement, de manière très concrète, et que c'est peut-être comme ça que le message passera le mieux. Merci. Je crois qu'on va pouvoir lancer le débat. Là, si vous voulez, la structure même de cette table ronde, c'était de montrer que l'international ne pouvait absolument pas être déconnecté des problèmes locaux. D'ailleurs, je remercie Madame Arande, mais quand on parle de la forêt, de la forêt solognaise, qui demain risque de prendre feu, et il ne faut pas jeter le dévolu sur la forêt amazonienne qui brûle. La forêt amazonienne qui brûle, c'est important aussi. Pourquoi ? Parce que la forêt amazonienne stocke le carbone. Donc, et parce qu'on a une loi qui en sort, qui s'appelle la Stratégie nationale de déforestation importée, et que cette loi sur la forêt amazonienne qui brûle pour du soja ou pour du bétail prouve qu'ici, on peut avoir des réactions et des réponses. Donc, on est bien d'accord qu'il y a une chose à laquelle il faut être absolument sensible, c'est qu'il est impossible de séparer la question globale de la question locale. Et j'ai beaucoup entendu au cours de ces assises des gens qui parlaient des solutions, par exemple. Le bout à bout des solutions, des petites solutions, ne changera rien au problème global. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à prendre en charge le problème global. C'est un problème de civilisation. Et comme le dit Gémen, c'est de l'anthropocène. C'est pas parce qu'on plantera des bosquets dans les villes, ou c'est pas parce qu'on rendra plus habitable un lieu, ou c'est pas parce qu'on rendra à la Loire, on cassera les erreurs qui ont été faites dans les années 70, de la bétonner ou de lui mettre des barrages. C'est pas pour cela. Et c'est parce qu'on rendra à la nature le moyen de faire les choses qu'effectivement, on se portera mieux. Mais on ne peut pas séparer, et ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, la solution du problème. Le problème du climat ne peut pas... Alors, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Deb. Le problème du climat, à mon avis, ne peut pas être le même que celui de la biodiversité. Il y a des choses sur lesquelles, obligatoirement, vous aurez la réponse « oui, même combat ». Par exemple, la santé, il est évident que si vous détruisez la biodiversité, on l'a vu, les zoonoses s'installent et que réchauffement climatique et biodiversité se trouvent à ce moment-là liés. Mais vous avez des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Le climat est aujourd'hui résilient, et non résilient, pardon. Le climat est universel. Nous aurons le même à Madagascar, nous aurons les mêmes problèmes à Madagascar qu'à Paris, et la biodiversité est très locale, très écosystémique, et a une solution très écosystémique et très locale. Donc, obligatoirement, du fait du réchauffement climatique, on aura à adopter des solutions en termes de biodiversité, et c'est sans doute effectivement, comme ça a été dit, les solutions fondées sur la nature qui nous permettront dans un premier temps de répondre. Mais il est clair que les deux combats doivent être menés, enfin en ce qui me concerne, je le pense très fortement, le combat sur le climat et le climat sur la biodiversité. Alors on a eu une discussion hier sur le problème de la résilience. Effectivement, la liste rouge des espèces menacées prouve que la biodiversité non plus n'est pas résiliente. Mais en même temps, vous apercevez, et on vient de le dire, que du fait du réchauffement climatique, la nature aussi va s'adapter.
Donc, on vient de parler des espèces de fleurs. Moi, j'ai vu, puisque je suis à Montpellier, les grands incendies qui ont eu lieu dans le Var. Hein. Ce n'est pas la reforestation des hommes qui permettent à la forêt de réexister. Par exemple, la reforestation de la montagne Sainte-Victoire, qui a été faite par les associations de la nature. Tous les arbres sont crevés. Il en reste 25% seulement, alors que toute la régénération s'est faite naturellement parce qu'on a des pins qui, quand ils sont brûlés, explosent et régénèrent, et que c'est les sols, à ce moment-là, qu'il faut sauver. Donc on est dans une complexité permanente, et ça, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas oublier quand on est journaliste, c'est que, oui, je suis d'accord, on ne peut pas demander à notre auditeur ou à notre lecteur de connaître et d'être sachant, c'est vraiment pas notre rôle. Mais par contre, il faut lui poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions. Oui. Et il faut toujours poser la bonne question en sachant que c'est compliqué et ne pas se servir d'anathème. Voilà. Alors, le débat est ouvert. À vous d'avoir la parole. Donc, je ne sais pas si d'ailleurs... Oui, on a un micro qu'on peut faire passer. Ou alors, il y a beaucoup de doigts qui se sont levés. Alors, voilà. Ensuite, Karine. Ensuite, madame. Alors, allez-y, monsieur. Je vous laisse vous présenter en même temps, hein, c'est mieux. On peut enlever son masque pour parler, c'est mieux. Oui, bonjour. Il n'est pas branché. Oui. Je m'appelle Lou Espargilière, je suis rédacteur en chef de Vert, qui est en gros un petit média qui raconte toute l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour. C'est des formats très courts et c'est envoyé sous forme de newsletter. Et donc on est effectivement dans la même problématique de vulgariser, on essaie de faire des articles très pédagogiques et comme ça de permettre aux gens de se faire leur culture à la fois sur le climat et la biodiversité par petites touches. Mais là où je voulais réagir, c'était sur les solutions, parce que je crois qu'il ne faudrait pas confondre les solutions, les petits gestes, le greenwashing et tout ça. Les gens qui portent le journalisme de solution, en fait, ils portent plusieurs choses, notamment l'espoir, parce que si on ne présente aucune solution, on laisse les gens très démunis. Et les solutions, ça peut être par exemple l'affaire du siècle qui retourne au tribunal aujourd'hui, qui part d'une pétition menée par quelques ONG, portée elle-même par des individus, et qui finalement a réussi à essaimer jusqu'à ce que 2,3 millions de personnes signent la pétition, et que l'État soit condamné pour son inaction climatique. Donc ça, c'est déjà une forme de solution. Et donc, par exemple, ce qu'on essaie de faire dans Vert, c'est tous les jours de proposer, alors appelons ça solution, bonne nouvelle, bonne idée, ce que vous voulez, mais quelque chose qu'il est possible de faire, de porter à plusieurs ou à des millions d'individus, justement pour réussir à agir. Parce que je pense qu'on commence à l'avoir pas mal évoqué depuis quelques jours. Un des problèmes principaux dans la crise climatique, c'est qu'il y a un phénomène de sidération face aux informations qu'on nous renvoie. Et donc si on est laissé les bras ballants, on est condamné à se manger de l'intérieur soi-même devant les catastrophes. Alors, c'était l'objet de la table ronde d'hier après-midi sur les solutions. Merci de le rappeler. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour et qu'on ne va pas reparler aujourd'hui du journalisme de solution. Mais vous avez raison, parce que madame est intervenue et vous êtes intervenue hier pour montrer que ce n'était pas forcément la petite solution, mais qu'aujourd'hui... Mais vous savez que c'est quelque chose de très nouveau. Le journalisme de solution, je me souviens des assises ici, il y a maintenant 4 ans, où... Soto avait répondu à une journaliste qui parlait du journalisme de solution. Ce n'est pas le problème d'un journaliste, c'est le problème de la société d'adopter ou pas une solution. Donc, les problèmes que, si vous voulez... Voilà, exactement. Mais ça, c'est nouveau, si vous voulez. On avait un journalisme de solution qui était un journaliste du petit geste, qui est aujourd'hui en train de se politiser. Et vous avez raison de remettre le journalisme. Malheureusement, il n'est pas toujours entendu comme ça. Par rapport à ce point-là, tu as tout à fait raison. Je me permets de te tutoyer, enfin, on se connaît. Donc, tu as raison quand tu dis qu'il y a des solutions et qu'il faut en parler. Et c'est essentiel de montrer qu'il y a des choses qui bougent et pour aussi sortir de cette sidération dont je parlais tout à l'heure. Après, je pense que le point, et c'est ce que disait Madame Larmande, c'est qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos l'exposition des problématiques et la présentation des solutions là-dessus. Enfin, on est absolument d'accord là-dessus. Mais après, je pense que aussi le sens de la position de Dominique, pardon, je ne peux pas parler pour toi, mais c'est de dire que
le fait de parler... Le problème, que ce soit sur le climat ou la biodiversité, il est tellement énorme qu'il est flippant. Posant les choses comme elles sont, c'est extrêmement flippant. Et réaction humaine normale, quand il y a quelque chose qui fait flipper, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on tourne les yeux ou on prend la porte de sortie la plus simple. Et donc, le sujet qui peut se poser si on se contente, ce qui n'est pas notre cas, ni chez Vert, ni chez Natura Science, on est bien d'accord, mais le sujet, si tu vois, on exposait que, tu vois, des solutions, la petite good news, good vibe, bonne idée et tout ça, c'est de se dire, c'est peut-être de un petit peu relâcher la soupape sur des trucs qui sont un peu énormes pour prendre juste la porte de sortie. Et il faut peut-être qu'on trouve l'équilibre entre les deux. Voilà, je pense Merci. qu'on le laisse. Oui. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions, oui. Oui, non, mais on garde bien de parler de la good news, des dosettes biodégradables, des trucs comme ça, c'est certainement pas ça. Et souvent, c'est plutôt de l'organisation sociale. Et justement, je pense qu'on aurait tort de délier aussi le local et le global. Non, j'ai toujours dit qu'il fallait faire les deux, ouais. Surtout. Surtout. Merci. La parole était Karine, puis après à vous, madame. Bonjour. Je ne sais pas, nous répondre. Il n'est pas allumé. On va laisser. De l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. On a un stand un peu plus loin. Moi, c'est juste une question un peu plus... On peut enlever le masque, merci. Ouais, peut-être pas allumé, ouais. Il faut qu'il soit vert. Une question un peu plus terre à terre, hein, tout simplement. C'était juste pour demander à Pascal Larmande de préciser. Vous avez évoqué par rapport à la forêt solognote que le risque d'incendie et l'action que vous meniez. Et donc, qu'est-ce que vous dites aux gens ? Tu peux passer le micro, madame. Allez-y. Alors, par rapport à ça, donc moi en fait, je suis en charge là cette année d'élaborer un panorama de vulnérabilité régionale pour voir un petit peu justement quels seront les impacts demain du changement climatique en région centre. Ça, c'est quelque chose qui est fait dans toutes les régions de France. Vous n'êtes pas forcément encore au courant. Mais en fait, je suis animatrice régionale pour un LIFE, qui est un programme européen qui s'appelle le LIFE Artisan. Et dans le cadre de ce LIFE Artisan, vous avez des animateurs régionaux dans chacune des régions de France. Et chacun a fait ce panorama de vulnérabilité du territoire. Le but étant de bien connaître quels sont les enjeux de chacun des territoires régionaux, y compris ultramarins. Ça, c'est très important. La France est aussi en Outre-mer. Et donc, à partir de ce diagnostic, de ce panorama, moi, mon cœur de métier, c'est ensuite d'aller démarcher d'une certaine façon, mais d'aller encourager les décideurs justement à passer à l'action, à passer à l'acte. Et pour ça, c'est dans un premier temps, donc bien connaître l'enjeu chez eux. Donc je parlais de la forêt de Sologne, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a aussi des enjeux ailleurs en région et ailleurs dans d'autres forêts. Donc c'est déjà aller voir localement, voir quels sont les leviers d'action. On peut agir, par exemple, quand on est élu sur les documents de planification. Donc ça passe, oui, par l'urbanisation, mais pas que. Ça passe par des choix aussi qu'on va faire de secteurs à enjeu dans son territoire, ce genre de choses-là. Là, l'élu a vraiment la main, il est moteur là-dessus, c'est à lui d'agir. Donc ça peut faire partie déjà de certaines propositions et actions. Il y a différentes possibilités qui sont offertes aussi, notamment dans des cadres. Par exemple, il y a les plans climat, air, énergie territorialisés, qui sont des documents qui sont assez fréquemment déployés par les communautés de communes et les groupements. Là-dedans, il y a toute une réflexion qui est menée pour chaque territoire à trouver quelles sont les solutions d'atténuation. Donc là, on est sur la réduction des gaz à effet de serre et les solutions d'adaptation. Quand on parle climat et biodiversité, on est sur ces deux volets-là, l'atténuation du risque climatique et l'adaptation des territoires, parce qu'on sait que même si on peut avoir des actions sur le nombre de degrés en plus, n'empêche qu'on en aura, et donc il faut s'adapter aussi. Et ça, c'est deux politiques à mener de front, localement, et à tous les échelons, y compris jusqu'aux échelons plus nationaux et plus globaux. Après, on parlait par exemple de la forêt solognote, ils vont m'en vouloir de parler d'eux comme ça, mais c'est aussi d'aller travailler sur le terrain en se disant, mais finalement, ok, l'enjeu il est là, le risque il est là. En PACA, ils sont très bien équipés, ils ont les gros camions qui vont bien dans les forêts, ils savent où passer, ils ont les systèmes pour vérifier si jamais il y a des déclenchements.
nous, en région centre, on n'a pas ces camions-là. Parce qu'on n'en a jamais eu besoin, c'est tout simple. De la même façon qu'on n'a pas de déneigeuse, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, c'est aussi aller discuter avec le SDIS, donc le service incendie, pour savoir comment aussi eux peuvent prendre en compte ce risque. Est-ce qu'il y a des choses à faire localement, discuter avec des propriétaires pour avoir des chemins plus praticables pour les camions. Enfin, ça donne énormément, en fait. On prend un morceau de la pelote et puis après, il faut délier. Et je rejoins de dire qu'il n'y a pas de petits gestes parce que là, il faut travailler avec tous les acteurs et chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. On parlait de la ressource en eau, la recharge des nappes phréatiques. Oui, il y a des grands enjeux, il y a des grandes décisions à prendre d'un point de vue plus global, mais chacun à notre échelle, si on est chez nous, si on a un petit jardin, pourquoi on met notre eau de pluie dans les tuyaux de pluvial et pourquoi on n'infiltre pas l'eau à la parcelle, ce qui favoriserait le rechargement de la nappe phréatique en dessous et qui garantirait la recharge et l'eau potable. Donc on a chacun à notre échelle des possibilités d'agir et je trouve très important de vraiment communiquer sur ce côté positif parce que être acteur, c'est déjà une solution. Agir, c'est déjà une solution. Bien, alors on va passer. J'aimerais bien, est-ce qu'on réponde d'une manière qu'on laisse. On a un quart d'heure pour les questions, qu'on laisse le maximum aux questions, madame. Oui, bonjour, Pauline Darmancourt, chargée de mission à l'Agence régionale de la biodiversité également, sur les parties communication vers le grand public. Tout à l'heure, j'ai entendu, la nature est résiliente, la biodiversité est résiliente, il peut y avoir des petites fleurs. En fait, l'enjeu, il n'est pas là. Vous pouvez enlever votre masque, on vous entendra mieux. Si vous préférez. L'enjeu n'est pas forcément là, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut réussir à faire comprendre au grand public que déjà, c'est la prévention, que biodiversité et climat ne sont pas des sujets à traiter à part, mais ensemble, et qui sont intrinsèquement reliés, que la biodiversité a parmi les facteurs de perte de biodiversité, il y a le changement climatique, mais il y a surtout nos modes de consommation, nos modes de vie, l'artificialisation des sols et les aménagements du territoire. L'extraction des ressources. Voilà. Donc tout ça, ça nous concerne directement. La biodiversité est une source de solution au dérèglement climatique et à l'adaptation des territoires. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire comprendre. Le fait qu'à un moment donné, il y ait une petite fleur qui pousse dans une forêt, c'est anecdotique par rapport à l'enjeu et à la perte sur les services écosystémiques et sur l'ensemble du territoire, en matière de qualité de l'air, en matière d'approvisionnement en eau, etc. Et donc, de dire... quelque part parce qu'il y a une fleur, la nature est résiliente, c'est transmettre une information. Non, mais là, vous avez encore un vrai débat scientifique en cours. Et c'est là que... dans ce sens où la biodiversité, lorsqu'elle est perdue, elle est perdue. Oui. Elle est vraiment perdue. Donc il faut attendre des centaines et des milliers d'années pour qu'elle puisse se régénérer au niveau des sols, au niveau des tourbières, au niveau des zones humides, au niveau des forêts. Donc la résilience n'est pas tant celle de la biodiversité, c'est surtout notre question d'espèce humaine. Et aujourd'hui, nos impacts en termes d'activité économique et de production augmentent de 100 à 1000 fois plus rapidement la perte de la biodiversité que les pertes naturelles. Si vous pouvez passer votre micro à madame. Voilà. Je voulais vous poser une question, Pascal. Oui. Il y a 3 semaines, au début du mois, j'étais là par hasard et j'ai assisté au Parlement de Tours et à un débat très intéressant. Et je voulais vous dire que la semaine dernière, j'étais dans Lyon et ils étaient au courant et ils s'intéressaient beaucoup à ça. Donc, ce Parlement, comment est-ce que les idées avancées dans ces assemblées, est-ce que ça inspire pour vous dans votre travail sur la biodiversité, la résilience, ce dont vous avez parlé? Alors, je ne peux pas vous répondre précisément. Réponse courte sur le Parlement de l'eau à Tours, parce que je n'ai pas pu y assister. Mais effectivement, c'est quelque chose qui fait mouche, parce que moi, j'étais à Toulouse la semaine dernière dans un colloque national, et où ils ont aussi parlé du Parlement de l'eau de Tours. Donc, c'est vraiment une idée qui prend corps et qui est en train de faire se questionner les territoires.
Par contre, moi, ce que je trouve très intéressant dans ces systèmes-là de parlement, d'assises, c'est de pouvoir mélanger les regards et mélanger les points de vue, et que chacun puisse justement s'acculturer et s'enrichir de la connaissance de l'autre. Et grâce à ça, je trouve qu'on arrive alors je dis solutions, mais c'est plutôt à des actions qui sont des actions intéressantes, qui sont des actions qui parlent aux gens, qui sont des actions qui on a envie, en fait, ça crée l'envie, et ça crée l'envie d'agir. Et je trouve que c'est des instances. Vous allez vous renseigner de ce qui s'est dit. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Mais ça va être, de toute façon, ça va être tous les parlements de l'eau vont être mis en rapport les uns avec les autres en préparation du forum mondial de l'eau de l'année prochaine. Donc allez-y, expliquez. Qu'est-ce que c'est que le Parlement de l'eau? Je ne pourrais pas vous expliquer pour Tours. Moi, j'ai participé à certaines réunions qu'on appelait des parlements, mais sur des cours d'eau, en fait, sur toute la thématique cours d'eau. Dans les idées, il y avait le fait de se dire que la Loire était une entité de personnaliser. C'est vrai qu'on décroche avec la nature parce que la nature, finalement, elle n'a pas droit à la parole, finalement. Et là, c'est donner la parole à la Loire. Et c'est cette notion-là qui a été discutée à Toulouse, de dire que c'est de lui donner une voix et le droit au chapitre, en fait, dans les débats publics. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ici, et puis après, tu passeras à madame là-bas au fond. Là, c'est vrai. Donc, on discutait sur la façon de parler de la biodiversité et résiliente. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt, on discutait aussi avec Karine, que c'est plutôt la nature. Parce que la notion, je préférerais qu'on dise que la nature est résiliente, parce qu'on est quand même vraiment un problème d'extinction d'espèces, notamment animales et végétales comme jamais. Donc, voilà. Je pourrais bien faire la différence. C'est une remarque excessivement intéressante. Non, c'est à madame là-bas au fond, si vous voulez venir. Voilà. Merci. C'était plus une remarque... Vous pouvez enlever pour parler, juste pour parler, parce qu'on entend mieux. C'était plus une remarque qu'une question. C'était pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Voilà, dans le cadre de mes études, j'ai fait on a fait, parce qu'on était en binôme, un web documentaire. C'était très ciblé sur les ésodes, donc les renards, les sangliers, certaines espèces qui sont considérées comme nuisibles et qui sont du coup, j'explique parce qu'il y en a certains qui savent, mais certains qui ne savent pas forcément ce que c'est un ésode, donc espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et en fait, nous on a essayé de parler à tout le monde. On a parlé aux ONG, aux chercheurs, à la préfecture, aux chasseurs, aux agriculteurs. Et ce qui en fait était très compliqué pour nous, c'était justement de pouvoir parler à des chasseurs, pouvoir parler à des agriculteurs qui ont peur de parler à des journalistes parce qu'ils se disent en fait, si on parle de nous, ils vont écrire des choses qui nous mettent pas forcément en valeur. Et je dis pas que je suis d'accord avec ce que font les chasseurs, mais pouvoir parler à tout le monde, de les traiter. Et en fait, le problème, ils m'ont tous parlé du sketch des inconnus, du bon et du mauvais chasseur. Ils m'en ont tous parlé parce qu'ils sont tous... Voilà. Et donc, moi, mon souci, c'est que dans la presse, de manière générale, on accuse les chasseurs, on accuse les agriculteurs. Et je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est parfait, mais il faut savoir qu'on a tous un impact et que si vous construisez votre maison là où il y avait des renards qui se reproduisaient, ou parce que vous accusez les chasseurs qui ne font pas leur boulot parce qu'ils vont détruire votre jardin, les sangliers, pardon, vont détruire votre jardin, et donc vous accusez les agriculteurs de ne pas faire ce qu'il faut, vous accusez les chasseurs de ne pas faire ce qu'il faut. Et il faut, je pense, prendre conscience qu'on a tous un impact. Et que oui, les chasseurs et les agriculteurs ont un impact peut-être un plus fort que nous, mais que nous, notre vie, l'humanité a un impact sur la nature de manière générale. Et c'est pas parce que vous vous en rendez pas compte en vivant dans les villes ou même à la campagne, des fois on se rend pas compte qu'on a tous un impact sur la nature. Et je pense que ce qui est important en tant que journaliste, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Alors merci beaucoup pour votre... L'agriculteur à qui vous avez parlé avait combien d'hectares de terre? On a parlé à plusieurs agriculteurs. Il y en a un qui avait... alors, les chiffres exacts, je ne me souviens plus. C'était un céréalier, mais qui avait aussi des vaches.
Et l'autre, c'était on a parlé à un beaucoup plus petit qui avait juste un troupeau, un petit C'est dommage berger. parce que je voulais vous demander votre avis. Est-ce qu'un Et donc lui, journaliste on est donner la parole à intervenu. tous. Voilà, il avait été attaqué, sa J'aimerais bête bien que vous soyez là. été attaquée par un Bon, potentiellement un loup, etc. on Voilà, va- c'était juste pour dire que... Alors, juste sur ce point-là, on a en fait, eu- moi, il y a, dans ce que vous venez de dire, merci beaucoup pour votre intervention qui était pleine d'émotions. On l'a tous entendu, Pardon, c'était oui, super ça, cool. Mais alors, je suis après, stressée de juste, parler en c'est public, pas je grave. sais pas Non, mais en fait, juste archi rapidement, avant de passer la parole à d'autres confrères sur cette question-là. Alors, moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer là dans votre c'est que vous disiez beaucoup vous. Alors, j'ai pas compris qui était vous, mais après, je pense que on est tous d'accord, tous les journalistes dans la salle, on est tous d'accord pour dire que lorsqu'on traite un sujet, on peut pas partir avec un a priori sur tel ou tel. Ça c'est, mais ça en fait ça c'est juste ça c'est juste le professionnalisme du journaliste en fait. On peut pas faire ça. Bon, c'est à certains journalistes parce qu'on avait vraiment, on a fait un état de l'art avant notre sujet et on a vu que beaucoup de cas de sangliers. Mais est-ce que vous pouvez donner la question? C'était souvent la presse locale de manière générale. Non, mais la question c'est est-ce que vous pouvez donner raison à tous? Ah non, bien sûr, mais moi, c'est pas mon rôle de donner raison à l'un ou à l'autre. Moi, je donne les points de vue et après, c'est au lecteur de se faire son avis. Et alors, et vous laissez le lecteur comme ça, vous le guidez pas, vous l'aidez pas, il se démerde quoi avec les différentes questions. Nous, ce qu'on a essayé de faire comprendre au lecteur, c'était qu'en gros, on avait tous un impact sur la nature. Et qu'après, c'est au lecteur de se faire son opinion. Moi, j'ai pas à dicter. Mais même moi, j'ai remis en question beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un journaliste de donner la parole à tous et de laisser le lecteur se débrouiller avec toutes ces paroles? En partie, oui. Pour moi, moi, je trouve que je vois pas pourquoi un chasseur il aurait moins la parole que Ah, mais bien sûr. Non, mais attendez, sur ce point-là, on est d'accord. Voilà, là, vous posez une autre question. C'est-à-dire que laisser la parole à un chasseur, d'accord, mais mettre dans un même web docu toutes les paroles pour que le lecteur se débrouille tout seul, c'est pas votre rôle de journaliste. Votre rôle de journaliste, c'est de poser les bonnes questions, oui, mais c'est ce qu'on a fait. Mais à chaque intéressé, et ça n'est pas de mélanger les paroles dans le même cas. Mais enfin, pas si c'est un très long format. Écoutez, les professeurs devaient être contents. Les professeurs devaient être contents. Les professeurs devaient être très, très contents. Oui, justement, je comptais y aller. Voilà. Bon, j'aimerais que vous nous donniez, quand vous parlez, quand vous évoquiez le journalisme de solution, est-ce que pour vous, justement, toutes les paroles se valent en même temps? Le journaliste de solution, déjà, il part d'un problème et il va ensuite essayer de décrypter, de questionner une solution spécifique à ce problème. Exactement. Voilà. Donc ça, merci. Merci. Mais vous n'avez rien décrypté. Oui, parce que là on parle. Ouais. Oui, enfin bon, on discutera après. Mais c'est pas. Oui, le sujet, allons-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais c'est le propos de ces assises du journalisme, c'est de savoir quel est le rôle d'un journaliste face à des problèmes aussi complexes. Donc, si vous voulez, il est clair que climat, biodiversité vont être le thème demain de la complexité extrême. Donc, il est important de savoir quelle va être la place du journaliste dans ce débat qui est le débat du XXIe siècle. On se posait la question, par exemple, par rapport à la politique dans les années, il y a 20 ans, de savoir comment un journaliste politique devait se comporter. On s'est aperçu que, par exemple, les journalistes politiques sont rentrés dans des écuries et font pas forcément un travail qui est un travail éditorial. Et en France, on a la chance d'avoir cette position et d'avoir ce journalisme éditorial. Et il ne faudrait pas qu'on quitte cette position de journalisme éditorial au profit d'un espèce de journalisme universel qui lamine
Non, mais on est d'accord. Mais c'est la réflexion qu'on mène actuellement. Monsieur, allez-y, monsieur. Pardon. Catherine Ney, la responsable France Inter, il disait hier soir qu'il y avait un problème de formation des journalistes qui avaient, je ne sais plus qui disait que la dernière fois qu'ils avaient parlé de sciences, c'était en terminale. Après, ils font du bac plus 5, sciences sociales, etc. Mais alors que si le boulot, c'est d'expliquer des choses complexes, c'est effectivement des fois trop facile pour dire je laisse parler l'un, je laisse parler l'autre. Exactement. Mais naturellement, après, dans les places de rédaction, combien on a de pages pour expliquer la complexité? Voilà. Merci. Merci de cette intervention. Je voudrais juste rebondir, excusez-moi, par rapport à ça. Effectivement, je trouve que c'est important d'avoir cette entrée de la formation des journalistes à ces thématiques qui sont, jusqu'à présent, c'est des thématiques qui sont vraiment très techniques, qui sont un peu voilà, un espèce de précaré vraiment de connaisseurs qui sont difficiles à retranscrire. Donc, c'est vrai que c'est important, mais je pense qu'aussi, il serait intéressant et important que finalement le monde journalistique forme aussi les techniciens à pouvoir aussi mieux expliquer les choses. Ce qui permettrait aussi de faire en sorte que vous ayez de réduire le travail pour tout le monde, mais parce que moi, en tant qu'écologue, je ne sais pas parler aux journalistes. Oui, mais moi, personnellement, en tant qu'écologue, on m'a jamais dit comment parler à un journaliste, on m'a jamais dit vos besoins, on m'a jamais dit vos contraintes, et donc, c'est compliqué pour moi d'avoir un discours qui puisse vous apporter de la matière. Pardon, mais ça c'est le rôle du journaliste, justement. Moi, quand j'ai affaire à des scientifiques, je dirais j'ai rien compris. Alors, parlez-moi en termes clairs. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a aussi du mal à vulgariser les choses. Je vous explique mes contraintes. Je suis dans un format, moi j'ai bossé, pardonnez-moi, pour Envoyé spécial, Cache Investigation, et PCA Conviction, et Thalassa, il ne faut pas rêver aussi. Vous voyez, donc très divers. Et j'ai fait les perturbateurs endocriniens, par exemple, pour Envoyé spécial. Je n'y connaissais rien. Et donc, j'ai eu affaire à des toxicologues, et on a passé des heures au téléphone. J'ai lu des rapports, j'en ai lu des dizaines, des quinzaines. Ça fait partie de mon boulot de journaliste. Ensuite, d'appeler les experts qu'il faut bien, de vérifier les déclarations d'intérêt des personnes à qui j'interviewe ou que j'envisage d'interviewer. Et ça aussi, de faire comprendre à la personne que j'ai en face, et c'est le scientifique en l'occurrence, quelle est ma contrainte. Voilà ce que je veux faire comme sujet. Voilà mon angle. Comment vous pouvez m'expliquer ça clairement, en quelques mots, que ce soit audible et que je ne suis pas là non plus, effectivement, pour déformer votre message. Et moi, ma plus grande fierté, c'est qu'après ces perturbateurs endocriniens, le toxicologue que j'avais interviewé, le scientifique, m'a dit « Merci pour votre travail, qui a été totalement conforme et qui est scientifiquement totalement validé. » Voilà. Voilà. Merci pour ce témoignage, effectivement. Et je demandais à ce scientifique-là, quel autre scientifique ne dit pas comme vous que j'aille le voir? Oui, bien sûr. Enfin, en principe, je n'ai pas eu besoin de lui demander. J'ai juste cherché, j'ai fait mon travail. Je savais qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Donc, effectivement, notamment sur le lien perturbateur endocrinien, pourquoi, comment, quelle est la cause. Donc, évidemment qu'on est allé voir d'autres scientifiques. Et moi, je vous remercie pour ce témoignage et je pense qu'on va clore le débat puisque c'est l'heure de le clore, hein, mais que, en tout cas, une remarque générale, c'est que les journalistes se trouvent aujourd'hui face à des sujets qui sont des sujets extrêmement complexes et qu'ils ont besoin de travailler beaucoup plus qu'ils ne travaillent. Et je suis d'accord avec madame. Moi, quand je me suis occupée du climat, j'étais pas sachant, j'étais philosophe, j'étais prof. Et voilà, donc on apprend sur le terrain à être journaliste, on apprend en rencontrant des gens. Et le travail, ça n'est pas aux autres, c'est pas les gens qu'on rencontre qui doivent faire le travail, mais on sait quand on a des dossiers sur lesquels on a travaillé avant et on va leur poser les bonnes questions. Et on ne met pas tout le monde en même temps en consensus. Enfin, mais ça, c'est quelque chose qu'on comprend. Mais non, mais c'est pas une critique. Non. Non, mais... Non, je veux pas mettre en question votre travail. Simplement, il faut recadrer, si vous voulez, quel est le débat. Le débat d'aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'on est dans le même combat? Non, on n'est pas sur des mêmes combats.
non, on a des positions en tant que journaliste, on a à approfondir des choses, on a, comme le disait Gémène, à rendre, à pointer du doigt, sinon on va rester dans une espèce de salmigondis de la désespérance, de l'alerte. Il faut aujourd'hui avancer, et avancer, ça veut dire travailler beaucoup, voilà. Et écouter tout le monde est important. Écouter tout le monde est important. Je vous le concède. Et excusez-moi si... voilà. Voilà. Donc, OK. Bon, mais écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres... Mais en tout cas, c'est bien de finir le débat sur un vrai débat. Qui est... et merci d'avoir posé la question puis qui a entraîné un vrai débat. C'est-à-dire, quel est le rôle du journaliste et qui est le rôle de ces assises aujourd'hui, indépendamment des thèmes sur lesquels on travaille. C'est une position journaliste.